Bonjour à tous, bienvenue dans cette session Windows Azure pour les développeurs. Alors juste pour rappeler, pour commencer le niveau de la session, c'est une session de niveau 100, donc plutôt pour les gens qui n'ont jamais touché Azure. Alors pendant la session, vous pouvez partager, noter cette session, récupérer des slides en flashant le QR code qui s'affiche juste derrière moi. Donc je vous invite évidemment à flasher le code si ça vous intéresse. Alors je me présente, je m'appelle Émeric Wimbach, je suis MVP Windows Azure. Alors comment je suis arrivé au cloud? J'ai pas mal d'expérience dans le web, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le web. Et quand on fait un projet web de façon professionnelle pour une start-up ou pour un grand site, le premier truc qu'on doit faire, c'est monter une salle serveur. Donc monter une salle serveur, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un peu compliqué. Alors que quand on est plutôt développeur comme moi à l'origine, on préfère se concentrer sur le développement donc, et oublier l'infrastructure. Donc quand j'ai découvert le concept du cloud, j'ai juste trouvé ça génial et donc j'ai commencé avec Windows Azure. Ma première expérience avec le cloud, ça a été la création du site thecloud.fr et j'ai lancé avec la communauté Azure française. Alors, mon activité, maintenant, moi je suis indépendant. Je fais du conseil, de la formation et du développement dans les domaines de l'architecture logicielle, du cloud, donc avec Azure, la plateforme web de Microsoft, donc ASP.NET, SQL Server, et les applications smartphone, donc iPhone, Windows Phone. Et le QR code que vous voyez maintenant, l'autre QR code que vous voyez s'afficher ici, c'est ma carte de visite et le lien vers le site thecloud.fr. Donc je vous invite aussi à le flasher. Et je vais laisser maintenant Wilfried se présenter à son tour. Donc, bonjour, je m'appelle Wilfried Voivray, donc, j'appartiens à sociétévendreprivé.com. Je travaille en tant que développeur dans cette société. J'ai rejoint Émeric pour l'aventure The Cloud il y a à peu près maintenant 2 ans et demi. En fait, pourquoi à l'origine j'ai rejoint cette aventure? C'est surtout parce que Windows Azure, c'est un principe qui m'intéresse. Pouvoir poser une application dans un serveur hébergé dans les nuages et géré par des personnes comme Microsoft, pour ce cas-là, m'intéresse plus que de pouvoir gérer moi-même les applications et les héberger. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint The Cloud et depuis on organise des Azure Camp où on va pouvoir expliquer comment marche Windows Azure, voir les nouveautés et faire finalement du coaching sur les projets et faire des applications qu'on va pouvoir mettre en ligne par la suite. Donc, sur le plan de cette session, Émeric va nous parler en fait du plan. En 1 heure, on va vous donner toutes les clés pour être prêt à développer sur Azure. Donc on va commencer par un premier contact avec Windows Azure. On va voir SQL Azure, puis le storage Azure, les blobs et les tables. Et on finira un peu d'architecture et on vous donnera tous les bons liens et tous les pointeurs pour continuer de votre côté. Alors aujourd'hui, on va vous jouer un petit scénario. Moi, je serai le sensei, maître en arts martiaux, donc maître en Azure. Et Wilfried jouera le petit scarabée, comme vous voyez, magnifique photo. Alors pour commencer, les offres gratuites. Alors, pour développer sur Azure, c'est bien quand même de ne pas commencer tout de suite à casquer. Donc Microsoft a pensé à nous. Et pour développer, il y a 2 offres principales. Il y a une offre 3 mois gratuit pour tous. Donc là, il n'y a pas de limite, n'importe qui peut y accéder. Et vous avez de quoi tester la plateforme sous toutes ses formes. Et pour tous ceux qui ont un abonnement à MSDN, en fait, dans tous les abonnements à MSDN, il y a de l'Azure. Il y a tout ce qu'il faut pour de l'Azure. Et même si en fait il vous demande votre carte bleue, il faut savoir que c'est plafonné et que si c'est juste pour vérifier votre identité et que vous ne serez jamais facturé si vous le désirez. Bien sûr, si vous désirez être facturé et dépasser les abonnements gratuits, il n'y a pas de problème. Parce que c'est aussi le but du cloud quand même. Alors, quand on est développeur, on commence par le SDK.
il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que Azure, c'est une plateforme qui est ouverte à tous les langages. Donc Microsoft supporte, bien sûr, .NET, son propre langage, et toute une foule de langages. Il y a JavaScript avec Node.js, Java ou PHP, et d'autres. Il y a même du Python et d'autres choses pour s'amuser. Un lien pour les télécharger tous, windowsazure.com, et là, vous pourrez récupérer tous les SDK. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à .NET. Alors, dès début, donc quand on a téléchargé le SDK, il faut aller créer son instance. Il y a deux possibilités. Windows.azure.com, donc c'est le portail Azure, celui où vous avez accès à tout, vos instances, vos comptes de storage, vous pouvez tout faire avec le portail. Et en fait, ce portail repose sur une API REST, donc une API HTTP, un standard du web, et toutes les opérations qui sont utilisées qui sont sur le portail sont donc automatisables par cette API. Donc le portail utilise cette API, mais vous aussi, vous pouvez utiliser cette même API pour faire ce que vous voulez, donc avec la gestion de vos instances. Alors, je vais commencer par vous donner quelques petites notions. Alors, le premier truc qu'il faut savoir, c'est le rôle. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle, c'est une application. Alors, Windows Azure, c'est ce qu'on appelle une plateforme as a service. C'est une plateforme d'hébergement d'applications. Alors, un rôle, en fait, c'est une machine virtuelle qui va être spécialisée pour votre application et qui va être instanciée après en plusieurs exemplaires. Le nombre d'exemplaires que vous déciderez. Celui dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le web role. Le web role, c'est typiquement une machine virtuelle spécialisée pour l'hébergement d'une application web ASP.NET. En fait, c'est une machine Windows 2008 avec un 2IS dessus. Il en existe d'autres, des rôles qui sont dans les templates Windows Azure. Il y a le worker role. Là, c'est en gros tout ce que vous voulez comme traitement. Et le VM role, c'est typiquement une machine Windows 2008 que vous spécialisez, par exemple, pour des applications des anciennes applications que vous ne pouvez pas utiliser autrement que hors des sentiers battus actuels. Donc par exemple, je sais pas, des vieux composants com ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, je vais passer la parole à Wilfried qui va nous faire une petite démo sur Azure. Donc, alors maintenant que tu m'as expliqué ce que c'est qu'un rôle, moi j'ai créé une application. Donc pour ça, j'ai mis Visual Studio. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le SDK Windows Azure pour .NET. Donc on peut trouver sur windowsazure.com. Et donc j'ai installé donc 2-3 outils supplémentaires dont on verra tout à l'heure à quoi ils servent. Mais déjà je vais commencer par un nouveau projet pour Azure et après on verra comment les créer, comment l'utiliser. Donc Visual Studio m'a rajouté une partie vraiment de type cloud où je peux créer un Windows Azure Project. Donc je suppose que c'est ça que je dois créer ou est-ce que je peux partir d'autre chose? Alors le Windows Azure Project ici en fait c'est ton assistant pour créer tes projets Azure. Donc tu peux utiliser cet assistant, mais tu peux aussi partir d'un site web vide par exemple et rajouter ensuite ton projet de déploiement Azure. D'accord. Donc moi je préfère partir d'une base vierge. Donc je vais prendre un projet web vide, donc ASP.NET. On va l'appeler donc Web Application 7, c'est très bien. Ici, donc il y a un nouveau projet, donc web, donc vide. Ce que je vais faire, c'est je vais me créer juste une page ASPX pour avoir du contenu ou un semblant. Tu vas mettre une phrase très classique, c'est ça? Je pense qu'un petit Hello World pour commencer, ça va être très bien. Donc ici, j'ai une page, donc je vais juste mettre un Hello World. On va l'agrandir pour qu'on puisse le voir dans le site internet. Bon, j'ai une page classique ASP.NET. Ce que je voudrais faire, c'est le mettre sur Azure. Donc, comment je peux faire maintenant d'ici? Il faut que je rajoute un projet Azure. Comment ça se passe? Alors, il faut que tu rajoutes un projet de déploiement Azure.
Et alors là, avec Visual Studio, c'est super facile. En 3 clics de souris, tu peux le faire. D'accord. Donc, pour les 3 clics de souris, je suppose que je rajoute ici un Windows Azure Development Project qui va me créer une solution, un projet Visual Studio à Windows Azure. Ce projet, une fois créé, apparaît donc là. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ce contenu de ce projet en fait? Alors tu vois les 2 fichiers de configuration, c'est ce qu'on appelle en fait le service model. Donc ces deux-là. Ces deux-là. D'accord. Donc ce service model en fait, c'est lui qui va définir l'architecture de tes instances. Par exemple, combien tu veux avoir d'instances, la taille de tes instances, donc de tes machines virtuelles. C'est aussi lui dans lequel on va régler en fait les points d'accès à ton application. Donc pour un projet web, ça va être le port 80 qui est ouvert par défaut. Parce que c'est pour configurer aussi, on a dit que les serveurs, les rôles pouvaient être instanciés plusieurs fois. En fait, il y a un load balancer derrière qui va gérer ça. Et donc, on configure la endpoint pour ouvrir les ports sur le load balancer. D'accord. Je vois aussi un dossier rôle où j'ai donc mon application web. Alors, ce fichier de configuration. En fait, il y a aussi, on n'est pas obligé d'utiliser directement le fichier de configuration. Il y a tout un assistant pour l'utiliser. Parce que si je l'ouvre ici, c'est un fichier type XML. Donc, je veux bien modifier mon fichier XML à la main, mais c'est pas très pratique. Donc, il y a un utilitaire pour ça? Exactement. Tu cliques sur le 2e bouton de la souris sur ton petit rôle et donc, tu peux le faire. Là, je peux l'ouvrir. En fait, ça me dit configurer. D'accord. Donc ici, je vois, j'ai une configuration. Donc, ce que je peux faire, c'est configurer le nombre d'instances, ainsi que la taille des VM. Donc, pour rappel, pour les VM, il y a du extra small à du extra large. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les instances de la small à extra large sont des machines physiques, enfin des VM propres qui vont avoir donc leurs différentes tailles de processeur et de RAM. La seule version, c'est l'extra small en fait, qui elle est une machine en fait distribuée. Donc, qui est une small coupée en deux. C'est en fait, c'est une machine partagée. C'est-à-dire que d'accord. La small, c'est un corps. Ça correspond à un corps. Et la extra small, en fait, c'est c'est un corps partagé par plusieurs applications. D'accord. Bon, ce que je peux faire, du coup, je vois, j'ai des settings où je peux créer donc ajouter des settings. Voilà, tu peux aussi rajouter tes chaînes de connexion, en fait. Là, c'est des chaînes de connexion vers ton storage Azure. D'accord. Donc, je vois un Use Development Storage. Est-ce que, si je comprends bien, ce Use Development Storage, ça veut dire que j'ai un storage de développement qui n'existe pas. Il est où, celui-là? Alors, en fait, avec le SDK Windows Azure pour Visual Studio, tu as des tools. Et dans ces tools, il y a un émulateur pour Azure, donc pour mettre le cloud dans ton PC, pour tester le cloud dans ton PC, et un émulateur de storage, donc qui émule le comportement du storage sur Azure. Donc c'est très complet à ce que je vois. Donc je vois derrière, je vais avoir des endpoints où je vais configurer donc, ce que tu disais tout à l'heure, toute la partie des ports que je veux ouvrir sur ma fabrique. Absolument. Pour pouvoir accéder à mon application. Donc si je veux, je pourrais ouvrir un autre port, par exemple le port pour le FTP. Par exemple, tu peux faire ce que tu veux. Après, si tu veux faire un serveur socket, tu ouvres le port pour un serveur socket et tu ouvres le port que tu veux. D'accord. Et choisir du coup aussi le protocole en fait, en HTTP, HTTPS. D'accord, donc cette partie-là, c'est assez configurable, ça me paraît bien. Il y a aussi une partie pour configurer les certificats, il y a encore plein de choses. Voilà, donc oui, je vois, c'est assez complet, on pourra revenir peut-être plus tard s'il y a besoin dessus. Donc, tu m'as dit que j'avais quelque chose tout un storage en local, donc je peux le lancer en faisant F5, comme une application standard. Exactement. Donc je lance, donc je vois ici qui va me déployer mon package dans mon émulateur, mon package Windows Azure, et le temps qu'il le publie, je vais avoir une page web qui va s'ouvrir avec mon Hello World. Donc, en regardant un peu l'URL, je vois donc que je suis en localhost, j'ai un port 81. Donc le port 81, ça me paraît bizarre, j'ai demandé dans mon endpoint un port 80. En fait, c'est l'émulateur qui fait ça. L'émulateur va t'émuler le load balancer. Donc en fait, il va prendre plusieurs ports sur ton 2IS pour émuler un load balancer. D'accord. Et donc, vu que le port 80 est déjà utilisé chez moi, je suppose que c'est à cause de ça qu'il prend le 81. Exactement. D'accord, ça me va très bien. Bon, bah, je pense qu'on va déjà le déployer sur Azure, ce projet. Ah, c'est ça l'avantage pour aussi, commencer. Avec le cloud, c'est que on fait quelque chose, on le déploie. Donc, pour le déployer, je suppose que c'est aussi simple qu'un projet web.
à déployer. C'est même encore plus simple, je dirais. Donc pour faire ça, je vais déployer mon projet Windows Azure. Je vais faire un publish. Donc finalement, comme si vous avez publié un projet web. Ici, donc, je peux charger les différentes inscriptions à mes comptes Azure que je peux avoir. Donc, comment ça? En fait, je me connecte. Connecté avec un Live ID, donc auquel vous avez associé votre compte Windows Azure. Donc ça peut être le Live ID de votre compte MSN, par exemple. Ici, donc on va se connecter. Donc en fait, tu as déjà activé ton compte MSDN Azure. Donc j'ai activé mon compte MSDN il y a quelques semaines maintenant. Et bon, pour le moment, je suis assez content. Je n'utilise pas trop encore. Donc je viens ici vraiment pour en avoir le plus sur cette partie-là. Donc ça charge. Moi, j'ai déjà fait cette partie-là, mais il va vous permettre de télécharger un fichier qui s'appelle le Publish Settings, qui va contenir vos différents comptes MSDN auxquels il y a une association avec un compte Azure. Donc ici, je prends mon compte MSDN. Et je vais faire Next. Donc, je vois ici, j'ai un Publish Settings. Donc, en gros, si je comprends bien, je peux configurer entièrement mon publish de mon projet Windows Azure via cette interface. Oui, tu peux même en fait sauvegarder plusieurs fois la configuration si tu veux une configuration en local ou si tu veux faire des configurations plus avancées. D'accord. Tout est customisable. Donc le hosted service, je crois que c'est ce que tu nous parlais tout à l'heure. En fait, c'est la partie rôle. C'est un rôle en fait que je vais pouvoir créer. Donc je vais en créer un nouveau. On va prendre The Cloud TechDes 03. Ici, je vois une location. Enfin, donc, je suppose c'est là où je dépose mon package et mon projet. En fait, ça correspond au data center Azure. Donc, tu as intérêt à le mettre à l'endroit où tes clients seront où tu es plus proche de tes clients. D'accord. Donc ici, on est à Paris. Donc ici, on a Paris, le plus proche, c'est Dublin. Ah, c'est pas Paris. C'est Dublin, c'est Europe de l'Ouest. Non, d'accord. Paris, faut insister auprès de Microsoft pour qu'il fasse un data center à Paris. On sera Europe de l'Ouest, donc à Dublin. Et si je le mets sur un autre serveur, ça fait quoi? Niveau impact pour moi? Ah bah pour toi, du moment que tu es en Europe, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Sinon, c'est juste des problèmes de latence. Sinon, tu as d'autres choses. C'est les États-Unis. Donc ça, c'est plutôt quand tu es pour un client aux États-Unis. Et enfin, tu as l'Asie. D'accord. Alors, faut savoir que l'Asie, c'est pas la même facturation. C'est plus cher en fait. La bande passante est plus chère en Asie. Ce qui est bon à savoir. Alors maintenant, j'ai des environnements. Donc ici, je vois que j'ai la production, le staging. Alors, moi, je travaille dans une entreprise qui a beaucoup de sites internet et moi, je connais l'environnement de développement, qui peut être finalement le storage, l'émulateur local, un environnement de recettes, de pré-prod et de prod. Alors, moi, j'ai staging. Qu'est-ce que c'est que le staging? Staging, ça correspond exactement à ta pré-prod. C'est une instance Azure qui est nommée en fait avec un GUID, et c'est exactement les mêmes conditions que sur Azure. D'accord. Bon, dans notre cas, là, on va prendre un environnement de production, puisque de toute façon, c'est que du test, et j'aime bien avoir une URL propre et facile à reconnaître. Après, donc, la build, je vais compiler en release, bien entendu, et le size configuration, c'est le fichier, je peux donc en avoir plusieurs, choisir sur lequel je vais déployer. Donc ici, de type cloud, et je vais configurer les autres éléments. Ici, je vois donc le remote desktop. Le remote desktop, alors, tu m'as dit que Azure, c'est une plateforme as a service. Donc, techniquement, je n'ai pas accès aux machines. Pourquoi du remote desktop? Alors, effectivement, c'est des machines spécialisées, sauf que si tu peux activer quand même le remote desktop pour te connecter à la machine comme si c'était ton serveur. Ah, ça me paraît très bien, ça. Ça te permet de débugger, tester des configurations. Donc, il me demande de me créer un login mot de passe, qui est logique, je pense. Ça me permet. Donc, on peut voir que ce login mot de passe a une expiration. Donc, on peut choisir la date. Donc, si vous voulez créer un accès temporaire, vous pouvez choisir la date et prendre juste un accès d'une semaine, par exemple. Là, on va prendre sur un an, parce que la démo va durer longtemps. Ici, et après, je vois. Donc, le web deploy, c'est dégrisé. Alors, le web deploy, tu peux me dire quelque chose dessus, Thomas? Web deploy, en fait, ça te permet de déployer directement dans ta VM en quelques secondes. Le web deploy, ça vient de 2IS. Et si tu actives le remote desktop, tu peux activer le web deploy. Et donc, en fait, il me semble qu'il y a cette feature-là déjà dans 2IS classique et qu'il y a un projet. Exactement, c'est la même feature que dans 2IS, sauf que là, c'est directement sur Azure. On en reparlera un peu tout à l'heure. C'est un peu comme si on reprend la plénière de ce matin, comme Pierre qui a modifié un fichier PHP depuis son webmatrix. Donc ça va très bien, on va l'activer. Donc le warning, en fait,
il nous dit il faut un certificat signé, donc ça, il va nous le créer par défaut. Il fait tout le boulot. Il nous fait tout le boulot. Après, j'ai les settings avancés. Donc, les settings avancés, je peux mettre donc, un label. Je vais pouvoir dire où je vais déployer mon package. Donc, en gros, avant de déployer mon package, je le charge dans l'Azure. Et après, je vais le charger d'Azure vers un rôle que je vais avoir créé. Et après, je vais pouvoir donc upgrade mon déploiement au fur et à mesure et changer, donc activer des options avancées de debugging, comme l'IntelliTrace ou le profiling. Voilà. Donc, maintenant, je vais déployer. Bon, je t'ai parlé de l'API REST tout à l'heure. Voilà, c'est l'API REST en fait qui utilise les tools de Visual Studio. D'accord. Donc, Visual Studio utilise ses propres outils. C'est quand même pas mal. On va sauvegarder cette configuration. Parce que comme ça, si j'ai besoin de l'utiliser plus tard, je pourrai. Et je publish. Donc, je vois qu'il se connecte. Ici. Pour en fait publish mon projet. Et je vois ici donc mon déploiement qui est en cours. Donc il va upload mes certificats, créer des VM et lancer. Donc Julien, tu m'as parlé de file controller, tu m'as parlé de rôle. Ça va me prendre un peu de temps quand même à déployer toute cette. Alors là, ça va prendre en gros un quart d'heure, 20 minutes à déployer ça. Ah oui, donc c'est un peu long quand même. Parce qu'en fait, il y a ce qui s'appelle le Fabric Controller qui va faire tout le boulot, c'est-à-dire créer une machine virtuelle, déployer des machines virtuelles, mettre ton application, la spécialiser pour ton application, donc activer le remote desktop, configurer les load balancers. Tout ça, c'est tout le boulot que fait ce fameux Fabric Controller. Donc c'est pour ça qu'on a activé Web Deploy pour pouvoir facilement déployer. On verra, je pense que ça me paraît un peu trop facile. Bon, du coup j'ai créé mon rôle. J'ai créé mon site web qui va se lancer, donc on pourra le voir tout à l'heure, dans les nuages directement. Maintenant, je veux bien savoir, mais mes données, je les mets où? Eh ben, tes données, c'est facile. Il y a deux façons de mettre tes données dans Azure. Il y a ce qui s'appelle SQL Azure. Donc là, c'est vraiment un SQL Server dans les nuages. Et il y a l'Azure Storage. L'Azure Storage qui comprend donc les blobs et les tables. Alors SQL Azure, c'est un SQL Server, comme SQL Server 2008, mais hébergé en cloud. Alors il a les avantages du cloud. Le provisioning est simple, donc ça veut dire que tu peux en fait créer un serveur SQL en quelques minutes via le portail, ou tu peux automatiser cette création de tes instances SQL Server via l'API REST. Alors, je sais pas si tu as déjà essayé d'installer un cluster de SQL Server dans ton bureau, mais c'est quand même cher, long et un peu galère. Alors, c'est vrai que j'ai déjà essayé d'installer même un SQL Server classique, à configurer correctement, l'envoyer sur Internet, de façon sécurisée. C'est juste une plaie, j'ai envie de dire. Hein, donc. Alors, l'avantage de SQL Azure, c'est que tu vas avoir la haute disponibilité et le load balancing, donc ce que fait un cluster, mais en quelques minutes et sans rien avoir installé. D'accord. Moi, ça va très bien. Moi, j'ai des choses à faire, mais mieux ça me va. Et donc, il faut savoir que SQL Azure utilise le même protocole que SQL Server, qui est TDS, donc c'est exactement les mêmes opérations, le SQL, et avec une surcouche en fait SSL, donc ce qui fait que le protocole est quand même crypté. D'accord. Donc je peux l'héberger sur Internet sans problème. Voilà, tu n'auras pas de problème de sécurité. Alors, je t'ai parlé des similarités avec SQL Server. Maintenant, il y a quelques différences quand même qu'il faut savoir. C'est que, comme effectivement tout est hébergé et tout est géré par Azure, tu n'as pas accès à tout ce qui est physique. Donc, par exemple, les file groups, là où tu vas mettre tes fichiers, ce genre de choses. Dans SQL Server, tu sais que tu peux écrire des triggers CLR, donc des triggers .NET. Tu n'y as pas accès non plus là. Je suppose que pour éviter tout ce qui est faille de sécurité avec les triggers. Ouais, c'est un peu compliqué. En plus, à load balancer, c'est bon. D'accord. T'as pas de transaction distribuée parce que, évidemment, c'est un peu compliqué de distribuer une transaction entre ton serveur SQL chez toi et le serveur SQL Azure ou autre chose. Et t'as pas de service broker. D'accord. Donc quand même quelques limitations. Alors il y a quelques petites règles qu'il est bon d'implémenter quand tu vas utiliser SQL Azure. C'est que comme on disait, le SQL Azure il repose sur le web. Donc le web par essence, c'est pas forcément ton but, tu l'atteins pas forcément.
Donc il faut que tu implémentes une politique de retry dans ton code, au cas où ton opération n'arriverait pas ou échouerait. Ça, de toute façon, c'est une bonne politique à implémenter, même si tu utilises ton SQL Server chez toi, en fait. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que tu es facturé à la bande passante. Donc, si tu utilises SQL Azure avec des serveurs chez toi, il faut pas que tu ramènes toute la base à chaque fois, quoi. Oui. Faut pas que tu te prennes les 5 gigas à chaque fois que tu veux faire une opération, sinon 5 gigas ou plus. Hein. Donc, il est bon d'utiliser le lazy loading et d'implémenter aussi du cache local. En tout cas, vu ce que tu me dis là, sur les vraiment développés avec Windows, avec SQL Azure, moi ce que je fais déjà avec SQL Server, enfin, à part finalement la politique de retry que j'ai. De toute façon, Parfois j'oublie. C'est des bonnes pratiques qu'on va utiliser dans des fermes web. Ça peut être aussi utilisé. D'accord. Ouais. Ce serait bien qu'on voit comment ça marche, comment on crée un serveur avec Windows Azure. Je te propose qu'on essaye tout de suite. Donc, alors moi, je suis sur le portail actuellement. Donc, avant de passer sur SQL Azure, on va juste regarder. Ici, j'ai mon The Cloud Tech Test 3 où je vois qu'il est en cours d'initialisation. Donc, sur le portail Windows Azure. Donc, l'URL du portail, c'est windows.azure.com. Donc, le SDK, c'est windowsazure.com. Le portail, c'est windows.azure.com. Avec un point, tout change. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me créer donc un serveur de base de données. Alors, tu as vu, au fait, le portail il est en Silverlight. Ah, ce portail est en Silverlight. Donc, malgré que Microsoft pousse finalement à Channel 5, il y a encore du Silverlight. Ça me va très bien. J'ai le plugin. Donc, on va se créer un nouveau serveur. Donc, je vois créer un nouveau serveur. En plus, je vois que le portail est en français. Il y a la possibilité de changer de langue facilement, avec pas mal de langues que je ne comprends pas. Ça me paraît quand même bien. En plus, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut comprendre. Et c'est finalement, on a sa langue propre qu'on utilise tous les jours. Donc, on va se créer un nouveau serveur. Là, je vois donc la même histoire de région. Donc, je suppose, je prends l'Europe de l'Ouest comme pour mon application. Ouais. En plus, si ton serveur SQL est dans le même data center que ton instance, tu payes pas la bande passante entre les deux. D'accord. Donc, finalement, tout ce qui est retry policy, le cache, tout ça, si j'ai pas le trafic, je pourrais faire une digression si j'ai vraiment besoin dans des démos rapides. Ouais, mais digresse pas trop quand même. Hein. Oui, bien entendu. Donc là, il me demande un login mot de passe, donc je suppose pour y accéder à la base de données, parce que je dois pas avoir de compte. Exactement Windows. comme sur SQL Server, sauf que tu peux pas utiliser l'authentification intégrée, comme tu peux avec SQL Server. On va se créer un login mot de passe. Donc, on peut voir en fait que donc ici, les politiques du mot de passe sont les mêmes que pour un SQL serveur classique. Donc, il faut des minuscules, majuscules, des chiffres et des ponctuations. Il faut utiliser le légendaire password s'il y a besoin. Maintenant, donc il me demande de créer des règles IP. Qu'est-ce que c'est que ces règles hein? Alors, je t'ai dit que le SQL Azure, ça utilisait le protocole de SQL Server. Oui. Donc, en fait, il y a un firewall à configurer pour que tout le monde ne puisse pas accéder à ton SQL Server comme si c'était la fête, quoi. Donc, je peux ajouter donc la règle. Donc, j'ai ajouté une règle. Donc, je vais dire, on va mettre porte-maillot. En plus, donc ce qui est pratique, c'est qu'il me donne l'IP dans laquelle je me trouve. Exactement. Comme ça, au moins, tu peux au moins configurer l'IP de ton PC, quoi. D'accord. Après, tu peux, si tu as un réseau plus large, tu peux configurer les classes d'IP de ton réseau. Oui, donc je vois des plages, donc finalement, on peut ajouter des pages beaucoup plus larges. Et ici, je suis chez moi, très bien. Je vais pouvoir tester SQL Azure chez moi. Mais quand j'ai déployé dans Azure, quelle IP je mets pour Azure? Parce que je connais pas l'IP là-bas sur les serveurs. En fait, c'est tout bêtement 0.0.0. Donc ici, je vois il y a une. Ça correspond à la plage de l'instance de ton data center Azure. D'accord. Ici, je vois que je peux autoriser directement d'autres services, donc il va me créer mon entrée par défaut. Donc ce que tu disais, 0.0.0. On va créer. Donc ça c'est long ou... Ah non, c'est rapide. Non, c'est rapide là. Très bien. Du coup, donc c'est celui-là. Ici, je vais pouvoir créer. Du coup, c'est quoi le premier truc qu'on fait quand on crée un serveur? Après, on va créer une base de données pour que je puisse y accéder. Bah ouais. Donc créer une nouvelle base de données. Alors, je vois une taille maximale.
Je croyais que sur Azure, j'avais une limitation 0. Eh ben, en fait, SQL Server reste SQL Server. Les bases relationnelles, en fait, sont pas extensibles à l'infini. Donc, à l'heure actuelle, SQL Azure est limité à des bases de 150 Go. Par contre, il y a quelque chose qui est sorti qui s'appelle les fédérations, qui te permettent en fait de fédérer plusieurs serveurs SQL. On va pas pousser jusque-là, mais... Non, c'est juste pour... D'accord, donc l'avantage, je vais pouvoir donc créer une base de données à telle que je veux. Alors je vois, tu m'as dit 150 Go. J'ai 1 et 5 Go. Pour le web, en gros, c'est l'édition que j'ai accès que pour mon compte. Ce qu'il y a dans les éditions MSDN, je crois que c'est une base de 5 Go. D'accord, bon, 1 giga ici, ça nous suffire. Mais si j'ai besoin, en fait, je peux cliquer donc sur Business et avoir jusqu'à 150 Go si besoin. Là, on va juste prendre juste web et mettre démo TechDes. Donc, je vais créer ma base de données. Donc, ça aussi, c'est très rapide. Et là, je vais pouvoir me connecter dessus. Donc, pour me connecter dessus, j'ai un bouton pour pouvoir gérer ma base de données. Ce qui fait, c'est qu'il va ouvrir un nouveau portail qui est lui aussi en Silverlight. Donc, par contre, du Silverlight 5 sur la dernière version. En fait, ce portail, c'est ce que fait ton management studio local SQL Server, mais en Silverlight dans le navigateur. D'accord, donc on va regarder comment ça marche. Je vais me connecter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on change une règle du firewall, ça peut prendre 5 à 10 minutes à se répliquer. Donc, comme là, on vient de créer le serveur, le firewall, c'était automatique, mais si vous voulez modifier le firewall plus tard, ça prend entre 5 et 10 minutes. Parce qu'il faut que ça propage en fait sur les instances et sur le load balancer. D'accord. Donc, je pense qu'on va créer un script. Je fais une nouvelle requête. Je vois que je peux aussi donc taper mon script si je veux select et le taper, mais je vois que je peux aussi ouvrir un script. Donc, j'ai déjà fait un petit script SQL qui est tout simple, qui va me créer une liste d'éléments, enfin une liste de tâches à faire, avec donc un libellé, une date de création et de modification. Ce que je peux voir, c'est que j'utilise une primary key clustered qui est obligatoire pour SQL Azure et même très conseillé dans tous vos autres projets. Et par la suite, je peux aussi utiliser les fonctions SQL de base que vous pouvez avoir, à part du coup les limitations dont tu nous as parlé tout à l'heure. C'est bien ça. C'est ça. Ok, donc on va l'exécuter. Donc ça m'a créé 3 lignes. Une table, 3 lignes. Une table, 3 lignes. Donc je vais pouvoir accéder à ces données-là. Voilà. Comment je fais pour y accéder ? Et après, tu peux utiliser tous les outils SQL Server classiques. Donc avec Visual Studio, avec le Management Studio de SQL Server. Donc, si j'ouvre un Management Studio, du moment que ton firewall est configuré correctement, ça reste du SQL Server. Alors, l'adresse de mon serveur, c'est finalement ce nom ici. IDV, donc un nom un peu barbare. .database.windows.net. Donc je vais le prendre là. Hop. Ici, je vais pouvoir le coller donc dans mon SQL Management Studio. Là, je vais me connecter. Donc avec mon login SQL que j'ai créé tout à l'heure. Et ici, donc je vois que c'est finalement comme quand je me connecte à un SQL Server classique que je peux avoir hébergé chez moi. Je vois mes bases de données. Donc ici ma démo TD que je vais pouvoir ouvrir avec mes tables. Donc ma table en l'occurrence, qui est le dbo.todo. Je vais pouvoir générer un script, pouvoir l'exécuter et pouvoir faire des insertions, des sélections. Donc ici une sélection. Et je vois que j'ai bien des données qui ont été ajoutées. L'avantage de ça, c'est que finalement, je peux tout créer sur Azure, créer une base de données SQL Azure, la mettre dans le cloud, mais derrière, je peux totalement le gérer comme on le gère une base de données SQL Server. Moi, ça me va très bien. Écoute, je vois comment stocker des données, un schéma relationnel, je vois comment stocker mes utilisateurs, tout ça. Par contre, on m'a dit, tout ce qui est images, on ne les stocke pas dans du SQL Azure. Et si je veux modifier mes images facilement, comment je fais ? Alors, tu as dans Azure en fait ce qui s'appelle le blob storage. Donc c'est pour stocker des blobs. Donc des fichiers qui soient petits ou très grands. Donc par exemple tes images ou des vidéos. Il y a deux types de blobs en fait dans Azure. Il y a les blob, donc ils sont optimisés pour du streaming, donc pour des petits fichiers, des fichiers images ou vidéos.
Donc ceux-là, ils ont une limitation, tu peux pas faire des blobs de plus de 200 gigas. Et tu as les page blobs. Donc ceux-là, typiquement, ils sont optimisés pour la lecture et écriture rapide, comme un disque dur. D'accord. Et il y a les Azure Drive, en fait. Le principe de l'Azure Drive, c'est que c'est un disque NTFS que tu peux monter dans ton instance, dans ton rôle. Et cet Azure Drive est sauvegardé automatiquement dans un fameux page blob. D'accord. Mais c'est bien. Donc, tu m'as dit, je peux faire du streaming. Comment ça marche? J'ai quelque chose pour ça? Alors, tu connais le principe du CDN? Alors, pas du tout. Alors, ça s'appelle le Content Distribution Network, le CDN. Et en fait, c'est un réseau pour le streaming de vidéos ou de streaming d'images pour mettre les données les plus près des utilisateurs. Pour cacher les données les plus près des utilisateurs. Et le CDN d'Azure, donc, tu peux activer un CDN sur tes blobs. Et tu auras le support de smooth streaming pour les vidéos. Donc pour l'hébergement de vidéos, c'est quand même assez appréciable. Alors, il faut savoir que tes blobs, en fait, ils sont dans des containers. Donc containers, c'est exactement comme des dossiers, en fait. D'accord. Et ces containers, tu peux leur mettre soit un accès public pour tout le monde, soit un accès privé que pour les gens qui ont la clé. Tu peux faire des snapshots de tes blobs, donc des copies de tes blobs à un instant T. Tu peux faire des shared d'accès signature, donc ça, en fait, pour générer une URL unique pour l'accès à un blob. Et tu peux aussi faire des lists sur des blobs. En fait, un list sur un blob, ça veut dire que tu vas locker celui qui prend le list, en fait, lock le blob en écriture pour une durée limitée. D'accord, donc je peux bloquer un blob finalement pendant 2-3 minutes, le temps qu'il fasse son travail. Donc voilà, pour le stockage de fichiers, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Voilà, et il faut savoir que ce storage-là, il est sauvegardé automatiquement 3 fois, il est géorépliqué, c'est-à-dire que si tu fais ton storage à Dublin, en fait, ils font une copie dans l'autre data center d'Europe. Mais tout ça c'est gratuit, j'espère. Tout ça, c'est gratuit. D'accord. Donc en fait, tout ce qui est réplication, c'est gratuit. J'ai juste à payer le stockage. Ça fait partie du package. D'accord. Bah, ça va bien, c'est vaut mieux que ce soit comme ça. Donc tu m'as dit, finalement, les blobs, c'est des fichiers, des dossiers avec des fichiers. Comment est-ce qu'il y a un moyen simple pour les utiliser, pour les voir ces Alors, dossiers? il y a des outils open source qui permettent de faire ça très facilement. Ah. Donc je suppose que tu parles des outils que j'ai cités tout à l'heure. Les outils gratuits. Alors, il y en a un qui s'appelle Cloudberry Storage Explorer. Rien à voir avec le metteur en scène. Hein. D'accord. Mais donc, c'est un outil gratuit. Ça ressemble exactement à un explorateur de fichiers, en fait, ou un explorateur FTP. D'un côté, tu as ton storage. Voilà. De l'autre côté, tu as tes fichiers de ton disque dur. Donc là, je l'ai ouvert à un Cloudberry, donc j'ai déjà configuré. Ce qu'on peut faire pour le configurer facilement, en fait, ici, vous allez pouvoir créer un nouvel élément, un blob storage, et renseigner les valeurs, donc le nom, la compte et la clé. Donc cette clé, vous allez me dire où est-ce qu'on la trouve cette clé. C'est une clé qui a été générée donc, sur le portail. Vous pouvez la voir. Donc ici, quand vous allez dans service hébergé, compte de stockage, vous allez avoir votre clé, donc thecloud.techdes. Et ici, vous avez une clé d'accès primaire et secondaire. Donc actuellement, la primaire seule suffit. La secondaire, on ne sert pas d'en avoir les deux. En fait, la secondaire, elle sert si jamais tu as un problème de sécurité sur la primaire. Comme ça, tu as toujours la secondaire pour. Voilà, c'est qu'un secours. Le temps qui révoque en fait la première. D'accord, donc en secours. Ici, vous l'avez, vous la copiez et la créez dans votre Cloudberry Explorer. Donc là, ce qu'on va faire, donc j'ai déjà créé mon compte. Ici, je vais choisir mon The Cloud TechDes. Je vais me créer un nouveau conteneur. Donc, le conteneur, c'est comme l'a dit Emric, un dossier. Donc, on va l'appeler démo. Ici, je vois que je peux choisir les droits. Donc là, j'ai besoin de mettre des images. Donc, le mieux, c'est le mettre juste avec un accès public en lecture. Bah là, tu peux le mettre en accès public, comme ça, c'est possible pour afficher sur ton site, autant le mettre en accès public, quoi. Mais juste en lecture, pas besoin d'avoir écriture. Non, juste en lecture. En lecture. D'accord. Donc là, je vois, j'ai mon fichier. Et je vais pouvoir mettre une image dedans, du coup, ou quelque chose d'autre. Par exemple, une image. Donc, j'ai des images. Je vais prendre The Cloud. Ici, donc je vais pouvoir glisser. Et l'image là, elle va apparaître, du coup, dans Azure. Donc, ici, je vois que je peux récupérer l'URL. Donc, l'URL qui a été générée. Donc, cette URL, en fait,
et du coup, unique sur vos projets, puisque c'est comme un serveur de fichiers, vous allez avoir donc, votre nom de conteneur, après le nom de votre image. Donc là, si je vais dans Internet, prendre un autre portail, ici, je vois j'ai bien mon image qui a été uploadée sur le cloud, parce que l'URL n'est pas en local. Je vais pouvoir donc l'intégrer dans un projet. Donc on va prendre le projet de tout à l'heure. Dans ton projet Hello World. Ici, je vais pouvoir ajouter une image. Source, et on va mettre l'image. On va mettre juste un petit BR. Et si je lance le projet en local, il va donc démarrer mon émulateur et lancer mon application. Donc l'avantage en plus, c'est que je peux avoir un serveur de fichiers que je vais pouvoir modifier facilement et du coup changer les images de mon site sur Internet sans avoir à le redéployer. Donc, comme vous avez du coup dans une infrastructure normale, classique, vous avez vos fichiers sur un serveur ou un 2S à part. Donc ça va très bien. Écoute, pendant que je suis sur mon Visual Studio, je vais regarder si ça a été déployé, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc ici, donc je vois que c'était déployé. En fait, il me dit qu'il a fini, donc une petite coche verte. Et je vais pouvoir accéder à mon application. Donc ici, il y a mon URL tout à l'heure. J'ai pas mon image encore, mais je pense que ce sera simple à rajouter. Ce sera simple à rajouter. On va en parler. D'accord. Bon, j'ai vu que j'ai la base de données, du coup, pour SQL Azure. J'ai mes rôles ASP.NET. Par contre, SQL Azure, tu m'as dit que ça coûtait un peu, tout ce qui est bande passante, stockage. Il n'y a pas quelque chose de peut-être moins cher ou un peu différent que je pourrais utiliser pour stocker des tout petits fichiers ou des tout petites données? Si. Donc, comme quoi? Alors, est-ce que tu connais le NoSQL? Le NoSQL, c'est bien, en fait, on fait pas du tout de SQL, c'est totalement en full... Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça veut pas dire pas de SQL en fait. Ah d'accord. Ça veut dire not only SQL. Ce qui veut dire pas seulement SQL. En fait, le table storage, c'est un stockage de type NoSQL. Donc le table storage, toutes les opérations se font donc via le HTTP, via une API REST. L'écriture, la lecture, la création de tables, tout se fait via cette API REST. Il faut savoir que c'est des tables, comme des tables, mais non relationnelles. Et une fonctionnalité qui est quand même très intéressante dans ce type de table, c'est que le schéma est flexible. Donc, plusieurs versions du schéma de tes données peuvent cohabiter dans la même table. Par exemple, tu peux avoir une ligne dans ta table qui a 2 colonnes et une ligne qui a 4 colonnes. Et ça pose aucun problème. Comme ça, tu peux faire tes mises à jour de schéma de façon incrémentielle et garder des parties anciennes, refaire les mises à jour. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, par exemple, j'ai un besoin qui est juste de mettre le nom et le prénom dans une table, et si je veux, je peux mettre plus tard le nom, le prénom et l'email, sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord. Alors, il faut que tu saches un peu comment ça marche quand même, le table storage. Il n'y a qu'un seul index, en fait, sur une table d'un table storage. Cet index, c'est le couple de ce qui s'appelle la partition key et la row key. La partition key, elle sert, en fait, c'est la clé de partition. Donc, c'est une partition logique. Elle sert à partitionner tes données. Et en fait, grâce à ça, tu peux mettre des données de façon quasi infinie en fait dans une table. Donc ça, c'est la partition key. Et tu as la row key, donc la clé de ligne. Cette clé de ligne, en fait, c'est un index au sein d'une partition. D'accord. Donc tout simplement un index de ligne au sein d'une partition. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs row keys qui sont les mêmes si les partitions sont différentes. Donc l'index unique de ta table, c'est partition key plus row key. Ok. Il faut que tu saches aussi que tu peux faire des transactions au sein de cette même table, une opération de lecture, d'écriture, mais il faut que cette transaction soit faite au sein d'une même partition. D'accord. Le protocole, en fait, si tu veux savoir un peu plus sur qu'est-ce qui est utilisé pour le table storage, en fait, c'est ce qui s'appelle OData. C'est le protocole de Microsoft qui est... D'accord, dont on parlait ce matin, donc je vais pouvoir accéder facilement avec du Windows Phone. Et pour le table storage, en fait, il y a en plus une couche d'authentification qui te permet d'authentifier toutes les opérations qui sont dessus et qui passent en HTTP ou en HTTPS. D'accord. Voilà, il y a quelque chose de très important à dire aussi, c'est que le SDK.NET, pour accéder au table storage et au blob storage, il est open source. D'accord, donc ça veut dire que si je trouve un bug dedans... Ça veut dire que si tu trouves un bug dedans, tu peux le corriger, ou si tu veux récupérer le source parce que ça t'intéresse, tu peux le récupérer. Donc tu peux le télécharger sur GitHub. D'accord. Dans l'URL qui s'affiche là. Je suppose qu'il n'y a pas de bug dedans. D'accord. Je propose qu'on regarde comment ça marche. Donc, alors, j'ai un peu triché avant de venir, j'ai un peu regardé déjà.
le table storage. Tu as écrit un peu de code avant de venir à vous. Et j'ai créé un peu de code, du coup, savoir, pour pouvoir au moins insérer des données dedans. Et c'est tout, quoi. Juste l'insérer des données dedans pour voir comment ça marche, et ajouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entité. Donc mon entité, c'est une entité question, qui va pouvoir mettre, où je vais pouvoir mettre le nom, le prénom, le mail et la question à poser. Donc ici, tu vas parler de partition key requis. Donc ici, elles sont placées où? Elles sont dans le table service entity, qui est en fait une classe dont j'hérite, et qui contient ces champs-là. Pour y accéder derrière, je me suis créé un contexte. Ce contexte peut être très similaire à un contexte de type Entity Framework que vous pouvez avoir, généré, voilà, qui est d'une Hibernate, pour pouvoir accéder à vos données. Donc, je vais pouvoir créer donc, des listes de questions, pouvoir les requêter ces données dedans. Il y a juste actuellement quelques limitations, tout ce qui est requêtage avec le filtre, puisqu'il faut d'abord qu'il récupère les données avant de pouvoir requêter. Donc finalement, je vais charger mes données et les récupérer. Le seul filtre possible à faire sur le requêtage, c'est sur les partition keys et les requis. Donc si je les connais déjà, je peux récupérer entièrement ma ligne sans avoir à charger toute la table. Et je vais pouvoir insérer mes données. Donc ici, j'ai un formulaire web qui va appeler cette méthode-là et qui va me permettre de créer, donc ajouter ma question que j'ai saisie. Donc ici, je rajoute ma partition key et ma requis pour pouvoir y accéder. Donc l'avantage de cette opération-là, c'est qu'ici, on va pouvoir avoir juste à définir la partition key requis ici selon des règles business. Après, je vais avoir un formulaire donc, de type classique que j'ai fait en SPX. Formulaire, là, donc je récupère les champs. Donc les champs web, c'est juste donc 4 champs qui vont me permettre de pouvoir saisir mes données. Je regarde la valeur et j'insère. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut, bien entendu, à chaque fois que vous mettez des valeurs, il faut sauvegarder ces données-là. Sinon, c'est exactement pareil que finalement un contexte framework, vous utilisez grosso modo de la même façon. Donc si on regarde mon application, donc c'est la même application que ce que j'ai créé tout à l'heure, à peu près. J'ai juste donc changé quelques images et un peu de texte. Donc voilà. Et ici, je vais avoir donc avec un design qui n'a pas du tout été fini, remplir mes champs pour pouvoir insérer ma donnée. Donc ce questionnaire est en ligne, donc vous pourrez à la fin de la session poser vos questions dessus. En fait, même à partir de tout de suite, en fait, tu peux même donner l'URL pour les gens qui nous suivent sur Internet. Donc du coup, j'ai rempli une question. Qui veut gagner un livre? Donc c'est pas bien de répondre oui à tous, hein, parce que j'en ai qu'un. Ici, je valide. Et ça va insérer ma question. Donc, j'ai inséré, mais j'ai pas fait d'interface de lecture. Comment je vais les lire? Et je propose qu'on regarde comment les lire. Après, je vais vous donner l'URL. Il y a un autre outil en fait gratuit open source qui existe, qui s'appelle Azure Storage Explorer. Donc j'ai installé aussi. Alors, il faut savoir que tu peux aussi regarder tes tables en fait avec Visual Studio, mais avec Visual Studio, c'est en lecture seule, donc c'est pas forcément hyper pratique. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc The Cloud Tech Days, j'ai mes tables ici, donc là, et je vais avoir la liste de mes tables. Donc il faut cliquer sur la table et faire query. Il ne voit pas tout le million. Tu peux aussi tester des requêtes en fait grâce à ça. Je vais pouvoir, j'ai ma donnée que je peux modifier et sauvegarder si besoin. Donc si vous voulez poser des questions pour la session, on vous répondra donc bientôt. Soit on vous répond maintenant, soit on vous répond par email après. Bah maintenant non, je crois qu'il y a encore quelques petites choses à voir. Enfin maintenant à la fin de la session quoi. Donc thecloud.techdays.cloudapp.net. Donc ici, on va pouvoir poser ces questions et on aura le formulaire. Donc je vais mettre l'URL tout à l'heure dans un notepad. Ici. Là. Et on va pouvoir le voir. Je propose que pendant ce temps-là, tu nous parles un peu de comment ça marche, l'Azure, le cycle de dev, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors comme on a vu, le cycle de dev, le déploiement, c'est pas forcément très rapide quoi. Si tu dois, à chaque fois que tu dois tester, tu déploies 15 à 30 minutes, c'est pas forcément pratique. Alors tu as le choix soit d'utiliser l'émulateur, soit d'utiliser d'améliorer la vitesse de ton déploiement en fait. Et
Comme ça te permet d'avoir exactement le comportement d'Azure et de pas trouver des bugs quand tu mets en prod, par exemple. D'accord. Tu n'auras pas le comportement, le comportement local qui peut être différent sur certains points avec celui d'Azure. Donc j'utilise WebDeploy pour pouvoir déployer directement. Voilà, on a parlé de WebDeploy tout à l'heure. Donc si tu utilises WebDeploy, ça va te permettre de déployer en fait ton code très rapidement. Donc concrètement, ça marche comment WebDeploy? Je vais juste à faire un clic droit sur la solution web, faire un publish, ça déploie. Exactement. D'accord. Donc ça va très bien. Alors il faut que tu saches par contre que voilà, il y a quand même quelques petits défauts à ça. Le WebDeploy, je te conseille d'utiliser qu'en développement. D'accord. Pour une bonne raison, c'est que les machines sur lesquelles tu es, eh ben en fait, elles peuvent être recyclées à tout moment. Ce qui peut être gênant. Les instances, c'est le principe d'Azure. Et en fait, quand elles sont recyclées, elles sont recréées par rapport à ce qu'il y a dans le package de déploiement. Donc, ce package, quand tu écris avec WebDeploy, en fait, tu n'écris pas dans ce package de déploiement, parce que c'est le package qui a été écrit à l'origine. Voilà. Donc, si tu as fait du WebDeploy, que tu as utilisé ça en prod, eh ben, tu vas tout perdre. Donc, quand tu as fini ton développement, tu as fait ton WebDeploy, tout à la fin, tu redéploies en prod, tu refais un déploiement complet. Comme ça, tu n'as pas de souci. Alors ça, c'est valable avec tout ce qui est sur l'application. Hein. Moi, je t'ai dit là pour WebDeploy, mais si tu écris des trucs dans le stockage local de ta machine, tu es susceptible de le perdre à tout moment. Même si, évidemment, des recyclages de machines, il n'y en a pas non plus toutes les 5 minutes. Hein, mais... Donc, tout ce qui doit être durable, il faut que tu le sauvegardes quelque part. Donc, dans tes tables, dans tes blobs, dans ton package, où tu veux. Il y a quelques spécificités d'architecture auxquelles il faut que tu penses quand tu vas travailler sur Azure quand même. Il faut que tu penses multi-instance. Parce que le but d'Azure, c'est de faire des rôles et de les instancier plusieurs fois. Donc finalement, c'est un peu comme un site web. C'est comme quand tu travailles sur une ferme de serveurs web. D'accord. Et donc, une autre bonne pratique auquel tu penses, c'est qu'il faut que tu gères la session. C'est-à-dire que si tu fais du web, il faut que tu gères tes sessions. Donc, soit tu vas être sessionless, sans session, tu ne vas pas utiliser la session. Soit, si tu n'as pas le choix, utilise un provider ASP.NET distribué pour ça. Donc, pour un site ASP.NET. Donc, il y en a un qui existe, on peut trouver le code source en fait pour les tables, pour le table storage. Et il y en a un autre qui existe pour AppFabric Caching. Pareil, c'est des codes sources que tu peux récupérer. Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches sur le load balancer d'Azure, c'est que par défaut, le load balancer d'Azure, il n'a pas d'affinité de session, il n'a pas d'affinité de machine. C'est-à-dire que quand tu fais une requête sur ton site web, mapping entre le relationnel et objet, quoi. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, je peux actualiser. Oui, monsieur. Alors, ce qui est SQL Azure, il y a moyen. C'est comme du SQL Server, donc ça, vous pouvez exporter. Les blobs, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Les tables, vous pouvez faire des exports de toutes les données, ça, il n'y a aucun problème non plus. Par contre, il n'y a pas de plateforme qui fait la même chose que les tables. Il n'y a pas de logiciel, en fait, que vous pouvez installer sur votre machine qui fait la même chose que les tables. Dans ce cas-là, il vaut mieux que vous utilisiez quelque chose du type MongoDB, en fait. MongoDB, c'est du NoSQL, et c'est supporté sur Azure. Et en local. C'est supporté sur vos serveurs. Il y a eu des exemples d'implémentation de ça. Microsoft a sorti des choses là-dessus, donc vous pouvez utiliser. Voilà, pour ça, je vous conseille d'utiliser plutôt MongoDB si vous êtes, si vous voulez utiliser un stockage NoSQL et que vous voulez en plus pouvoir éventuellement le déplacer ailleurs sur vos serveurs. Donc une dernière question, et en fait c'est pour la partie, pour mettre à jour son rôle, une partie du rôle sur Windows Azure sans redéployer. Finalement, c'est par le web deploy, vous pouvez redéployer une partie. Vous allez faire déployer votre site sur un seul serveur et vous pourrez tester dessus. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on est au stand ou là après, parce que là c'est 2 heures. Oui. Oui. Alors en fait, c'est si vous utilisez ce qu'on disait l'application request routing, en fait ça le fera. C'est des gens de Microsoft en fait qui ont fait des articles là-dessus et qui vous expliquent comment le faire. Donc ça c'est supporté aussi par Microsoft, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Merci encore. Et bonne journée. Merci.